Arcimboldo, en fait, c'est un artiste qui est probablement l'un des artistes les plus connus au monde. Et pourtant, il fait partie de ces artistes qu'on ne regarde pas. Su Arcimboldo sappiamo certe cose abbastanza bene, altre cose sono completamente aperte. Arcimboldo, il casse complètement la façon de faire l'art et de faire le portrait dans son temps. Pour ça qu'elle est adorée par des artistes contemporains. Guardando i quadri dell'Arcimboldo le domande vengono fuori perché uno pensa ma era solo folle o era un genio? Ce qui est très surprenant aussi, c'est le nombre d'artistes qu'Arcimboldo a influencés tout au long du XXe siècle. Muore nel 1592 e subito dopo cade in oblivio completo. Giuseppe Arcimboldo criou apenas cerca de 30 quadros ao longo da sua carreira. Mesmo assim, deixou a sua marca na nossa imaginação coletiva. Para alguns é anedótico, para outros é repugnante ou simplesmente divertido. Mas por trás desta frivolidade aparente temos um artista profundo, subtil e melancólico. J'ai découvert ça quand j'étais enfant. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et je crois que quand on s'intéresse à l'art, il faut garder un petit peu ces jugements de gamin qu'on peut avoir, parce que ces plaisirs de l'amusement, eh bien, ils sont là toujours, et ils ont toujours existé. Ils ont existé à la Renaissance, ils existent aujourd'hui aussi. Et je crois qu'Arcimboldo était certainement un personnage qui avait une grosse dose d'humour. Les historiens d'art, pendant longtemps, se sont détournés de ce genre de peinture parce que ça ne paraissait pas sérieux. Un visage fait avec une série de végétaux, de pommes, de poires, etc., ça paraît comme une espèce d'aberration ou au mieux un amusement. E di una forza immaginaria su di noi, unica, soprattutto quando si vede. È talmente fuori l'immaginario di questo Cinquecento che sembra catapultato al tempo di oggi, al tempo, diciamo, dei surrealisti. Man Ray, Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, André Breton, na década de 1920, todos estes artistas surrealistas descobrem a obra de Giuseppe Arcimboldo. Les surréalistes, ils se sont proches de cette liberté formelle et conceptuelle qu'il avait Arcimboldo dans son propre époque. Surtout, voilà, de montrer qu'une image n'est cachée en autre, qu'on peut détourner une œuvre, la regarder d'une autre façon. Si on ne savait pas que c'est Arcimboldo, on peut tout à fait penser que c'est un artiste du XXe siècle. Para perceber porque é que os artistas perpetuam frequentemente e às vezes de forma obsessiva a obra de Arcimboldo, temos de voltar ao início da sua história, que começa na Lombardia. Em meados do século XVI, Milão vivia uma expansão artística e era uma das cidades mais ricas do mundo. Giuseppe Arcimboldo nasceu na primavera de 1526, no seio de uma família de artistas estimados. A cidade era famosa pelos vários estúdios de artistas que tinha e pela habilidade dos seus artesãos que respondiam às muitas encomendas da igreja. A sua formação artística desenrolou-se sob o olhar atento do pai, Biagio, que era um pintor de renome.
O estúdio onde trabalharam juntos participou nos grandes projetos artísticos da cidade, em particular na edificação da Duomo, a Catedral de Milão, considerada uma das construções mais ambiciosas da Europa. Lui arriva al cantiere del Duomo che è nei suoi 20 anni e lascia qui in Duomo moltissime testimonianze proprio della sua attività negli anni della formazione. Questa vetrata con le storie di Santa Caterina è una testimonianza dell'attività di Arcimboldo negli anni milanesi. L'importanza di questa vetrata sta nel fatto che è molto ben conservata, infatti potete vedere la meraviglia dei colori, i blu, i rossi. Aos 23 anos, Giuseppe Arcimboldo já tinha o título de mestre. Era exímio a desenhar, a montar vitrais selados com uma rede de chumbo. Tinha também uma grande diversidade de talentos artísticos, da tapeçaria à pintura de frescos, todos os dias ao lado do pai. 50 anos antes, Leonardo da Vinci tinha passado grande parte da sua carreira na capital da Lombardia ao serviço do Duque de Milão. Tal como ele, o jovem Arcimboldo imaginava uma carreira como artista eclético. Dedicou-se a aperfeiçoar os seus talentos, observando a natureza e estudando as ciências em efervescência naquela época. Léonard était reconnu à Milan, pas simplement comme peintre, mais comme inventeur. De fait, l'ambition de tous ces artistes artisans, c'était justement d'être des inventeurs. Arcimboldo grandit dans une ville où les traces du passage de Léonard sont très très importantes, où l'on garde, en particulier dans les ateliers de quelques artistes privilégiés, les dessins de Léonard, qui sont des sources extraordinaires d'invention. In particolare possiamo parlare sia dei disegni di teste grottesche sia dei disegni naturalistici, quindi studi di piante e degli animali. Sono proprio riferibili anche in questo caso al suo interesse per lo studio dell'uomo, della natura, della fisionomica, dell'anatomia. Sono molti i disegni di teste di persone anziane ma anche fortemente caricaturali, quasi mostruose di Leonardo. Fanno parte proprio della fascinazione di Leonardo per il molto bello e il molto brutto. Com base na observação da natureza, Leonardo da Vinci exagerou certas expressões faciais e criou fisionomias que não existiam na realidade. Esses desenhos abriram as portas a um novo imaginário. Sicuramente Arcimboldo conosceva l'opera di Leonardo che può aver dato a Giuseppe Arcimboldo tutto un insieme di suggestioni che alimentano poi la sua fantasia per la realizzazione delle opere successive. Arcimboldo também veria esta fantasia numa corrente artística que tinha acabado de nascer. 50 anos após a morte de Leonardo da Vinci, os artistas da segunda metade do século XVI acusavam a importância e a grandeza das obras dos grandes mestres que os precediam. Como poderia alguém pintar depois de Rafael ou Michelangelo, Tiziano ou Da Vinci? La conscience que l'art avait atteint une sorte de degré de perfection au-delà duquel on ne pouvait plus aller était très présente dans l'esprit de tous les contemporains. On a l'impression que de Giotto à Michel-Ange, il y a une sorte d'apogée qui est atteinte, et au-delà de Michel-Ange, c'est fini, il n'y a plus rien. On
va accepter l'idée que la fantasia de l'artiste peut se substituer à une norme mathématique. Infundido de grande sentido de liberdade, o maneirismo esticou e torceu o corpo, modificando as proporções, expressando assim movimento. Mas esta corrente audaz, da qual Arcimboldo viria a ser dos grandes proponentes, era contudo considerada por alguns como profana. L'atmosphère est en train de changer dramatiquement à Milan parce qu'il y a un nouvel archevêque de Milan qui est un grand patron de la contre-réforme, Carlo Borromeo. Et là, Milan, comme toutes les villes de l'Italie du Nord, subit de plein fouet le raidissement dogmatique de l'Église catholique. Et là, si j'ose dire, on ne s'amuse plus avec les images. Em 1562, quando o ambiente mudava drasticamente em Milão, Arcimboldo deixou a Itália. Maximiliano II, da Casa de Habsburgo, chamou-o à corte de Viena. Aos 36 anos, ele entrou no núcleo da capital do Sacro Império Romano-Germânico, símbolo da Europa cultural, aberta e cosmopolita. Giuseppe Arcimboldo estava pronto a pôr os seus talentos ao serviço dos imperadores Habsburgo, onde poderia por fim expressar-se, estando menos sujeito às exigências da Igreja. Arcimboldo est appelé à la cour impériale comme portraitiste. Et à partir de là, c'est la deuxième partie de son parcours, il va entrer de plein pied dans une nouvelle strate sociale qui est la cour. Il va quitter au fond les activités d'un artiste milanais qui travaille au service de l'Église pour entrer dans un registre différent qui est le registre de l'art de cour. Et là, c'est une autre paire de manches, si je puis dire, parce qu'à la cour impériale, l'art est lié pour une très grande part à la fête. Il va offrir ses services au prince selon une gamme extraordinairement étendue. Et la première attraction de son travail, ce sont les dessins qu'il va faire pour les fêtes, les joutes, les tournois, les cortèges triomphaux, les bals. Et surtout, il doit fournir au quotidien des costumes de scène, costumes de théâtre, costumes de danse. Tout ça, c'est le registre dans lequel il doit s'exprimer en tant qu'artiste et il doit répondre à une demande colossale, en fait. Les artistes travaillent aussi dans une espèce d'industrie spectaculaire qui n'est pas sans rappeler par ses proportions l'industrie hollywoodienne. Crea in continuazione, diventa un tipo di regista della estetica di corte. Il s'agit de construire un univers enchanté, un univers de fable. Et donc, on va convoquer toutes les figures du roman de chevalerie, du récit mythologique, tout un univers enchanté de dragons, de princesses, de monstres, que suppose l'art des grotesques, et des choses qui sont folles. Des tortues animées, des langoustes géantes. C'est tout un registre de l'art qui est d'une liberté extraordinaire. Lui viene sempre più e più considerato un personaggio di importanza alla corte. Viene sempre più lodato. Et donc Arcimboldo va précisément parvenir à une gloire considérable par cette activité-là, bien plus que par les portraits pour lesquels on l'avait appelé à la cour. Apenas ano após a sua chegada a Viena, as cenografias e os trajes de Arcimboldo encantaram príncipes e cortesãos. Impulsionado pelo seu êxito, o pintor quis mostrar ao rei Maximiliano a extensão da sua criatividade. Em 1563, ele apresentou uma série de quadros nos quais trabalhava em segredo há vários anos, o ciclo das 4 estações. Mas como iria apresentar esta obra iconoclástica? Arcimboldo corria o perigo de perder as honras e a estima do soberano, caso os retratos compositivos não fossem bem acolhidos. Decidiu acompanhar o seu labor com poemas escritos pelo seu amigo Giovanni Battista Fonteo.
Arcimboldo va demander à Fonteo, qui était un grand poète également à la cour, de rédiger des vers, un ensemble de vers, pour justement expliciter tous les messages qui étaient cachés dans ses œuvres. Mirtilos, alcachofras e courgettes reunidos e interligados para compor uma figura antropomórfica. As cores são vivas, as flores abundantes. Destas cabeças compositivas sobressaía um estilo pictórico até então desconhecido. Na corte, este novo estilo de imagens destruiu as convenções estéticas devido à sua modernidade notável. Je pense qu'un des ressorts essentiels du plaisir esthétique, du plaisir dans l'art, c'est la surprise. D'être surpris par quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, qu'on n'a jamais vu dans le monde des formes, c'est quand même ce qu'il y a de plus extraordinaire. Se immaginiamo le persone di corte di Arcimboldo, chi li vedeva allora, doveva essere proprio sbalordito, scioccato. Le cycle des saisons recèle toutes sortes de symboles. On peut y voir une allégorie, une métaphore des âges de la vie, le printemps étant l'enfance, alors que l'hiver correspond davantage à la sagesse, à la fin de la vie. Ici, quand on regarde le printemps, on est vraiment face à la jeunesse. Ce sont aussi des fleurs à un moment où, très bientôt, dans quelques minutes, dans quelques heures, elles sont aussi sur le point de faner. Arcimboldo est vraiment ingénieux au sens que le mot avait au XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est un inventeur de méthodes. Et ce qu'il fait, ce n'est pas seulement un portrait, puis un autre, puis un autre, puis un autre, c'est une méthode pour produire des images. Dans un portrait composite, d'abord vous avez l'impression de voir, par exemple, un visage, puis vous vous dites non, ce n'est pas un visage, vous avancez dans l'image en quelque sorte, et ce qui est intéressant, c'est que ce parcours de votre œil dans l'image, c'est ça qui est le vrai sujet du tableau. C'est un jeu, en quelque sorte, avec l'auteur du tableau. Il nous propose un truc, on ne sait pas très bien ce que c'est, et il joue avec nous. Et nous le découvrons petit à petit. Il invente le mouvement dans l'image, c'est-à-dire qu'il nous donne à percevoir ce mouvement de construction que nous faisons à chaque fois que nous dirigeons notre regard vers quelque chose. Il vous donne à comprendre le jeu de l'illusion. Et ça, c'est très fort. C'est presque un artiste conceptuel, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au statut de l'image. Alors je crois que c'est ça la force d'Arcimboldo, c'est la force de sa démonstration, c'est que justement l'image ne relève pas du régime de l'évidence. La manière dont il a construit son travail autour des jeux visuels, autour de cette histoire notamment de la double image, tout l'emploi aussi du trompe-l'œil, la manière dont on va se déjouer du regardeur. Ce sont des œuvres qui vont véritablement faire partie du paysage imaginaire des surréalistes. Au départ, c'est Alfred Barr, qui était le premier directeur du Musée d'art moderne à New York, qui va organiser une grande exposition en 1936 qui s'intitulait Fantastic Art, Dada and Surrealism. Et dans cette exposition, il va présenter Arcimboldo, en tout cas dans le catalogue, comme l'un des pères fondateurs du surréalisme. Tous ces jeux d'illusions d'optique sur la perspective, sur la profondeur, sur la surprise sont très intéressants aux yeux des surréalistes parce qu'ils permettent de montrer que les choses ne sont pas forcément ce qu'on croit qu'elles sont. On a bien entendu Salvador Dali, dont la méthode de paranoïa critique pourrait être presque calquée sur une méthode de la Renaissance ou une méthode archimboldesque. Il y a cette fameuse photo connue où on voit un village
africain avec des huttes et puis des personnages assis. Et quand on prend cette photo et qu'on la renverse verticalement, ça devient un profil d'un masque africain, donc une tête. On aura la même chose chez Magritte. Magritte va également jouer ce fameux visage qui est fait à partir des jambes et d'un sexe d'une femme. Puis Dali a également le fameux visage de Mae West où il va prendre des sièges, des rideaux, une salle, et la perspective des meubles dans l'espace, avec le recul, donne le visage d'une actrice, d'une célèbre actrice. Arcimboldo peut être considéré comme moderne parce que justement, il va ouvrir le regard. Il va permettre au spectateur de non pas simplement recevoir une histoire avec un code tel que pouvait l'être la peinture religieuse auparavant, mais montrer que la peinture est une énigme, que la peinture oblige le spectateur à réinventer la peinture. Ces fameux portraits composites, il faut les comprendre aussi dans ce registre d'une culture du trait d'esprit, de l'énigme. À la cour, on passe son temps à jouer. Toute la Renaissance est habitée par une enquête et une curiosité continue envers les écritures énigmatiques. Ça relève de la même culture que la culture des hiéroglyphes. Manini raconte en fait que Arcimboldo était une sorte de savant égyptien, que ses œuvres en fait sont comme des idéogrammes avec toutes sortes de messages cachés, de messages codés. C'est un art qui suscite le commentaire, bien entendu, et qui suscite des discussions interminables, essayer de deviner s'il s'agit vraiment d'un portrait, s'il s'agit vraiment du portrait de l'empereur ou d'un autre, fait partie du jeu. Quand on regarde les libraires, il y a une forme d'humour, une forme de caricature et de légèreté que cette cour-là, au moins en Europe, à ce moment-là, elle permettait. Face à Arcimboldo, tu peux partir au minimum dans 3 possibles dimensions. Tu vois d'abord que c'est un portrait, une figure masculine. Un deuxième passage, on va le regarder de près, on est tout de suite séduit pour essayer de capter son mystère. Et c'est énigmatique la signification qu'elle porte. Tu essaies de décrypter aussi les livres. Tu as les petites marque-pages selon une typologie aussi des livres de la Renaissance. Après, on a le visage, évidemment, avec ses lunettes qui sont aussi des clés. La barbe, c'est une barbe qu'elle est faite par Plumon pour nettoyer donc, les livres. On voit qu'il y a peut-être un A. C'est un A d'Arcimboldo. On a pensé que c'était la signature. Tu ne connais pas le nom de la personne, mais tout de suite tu vois que c'est quelqu'un qui est lié à des livres. C'est donc évidemment sûrement un portrait d'un fameux bibliothécaire de la cour, Latsus, qui s'occupait donc de la bibliothèque de Maximilien II. C'est très contemporain de penser qu'un objet comme tel, il peut faire partie d'un portrait. Il constitue le portrait d'une personnalité. Le bibliothécaire, on a l'impression d'être face à une œuvre cubiste du début du XXe siècle ou peut-être à une œuvre futuriste de la même époque. Et pourtant, ce geste fondamentalement révolutionnaire, eh bien, il le réalise au XVIe siècle, à la cour des Habsbourg, pour le plaisir des princes. Cette manière de représenter un visage avec des fragments déjà, c'est l'idée du collage. Cette idée qu'on peut mettre 2 images ou 2 objets ensemble complètement hétérogènes et que leur rencontre dit quelque chose. C'est sans doute un des paramètres, un des paradigmes les plus importants du XXe siècle. Pablo Picasso, quand il va faire ses assemblages combinatoires et qu'il va faire émerger, par exemple, la Guenon et son petit en réutilisant des objets de rebut,
évidemment, il y a un rapport archimboldesque presque direct. Il y a aussi cette question de l'onirisme qui est vraiment très présente dans ce mouvement. Il y a cette idée de jeu visuel. Quand Meret Oppenheim s'amuse à transformer une chope à bière avec un morceau de fourrure et qu'elle le métamorphose en écureuil, évidemment, elle partage fondamentalement l'esprit d'Archimboldo. L'esprit de la peinture d'Archimboldo est reconnu comme une clé interprétative du monde. Et le surréalisme est la recherche d'une clé interprétative du monde. C'est-à-dire non pas une clé qui permettrait de figer le monde dans une connaissance précise, mais une clé qui ouvrirait de nouvelles portes de la connaissance. Et forcément, Archimboldo, en mélangeant, va créer pour l'imaginaire des nouvelles voies de connaissance du monde. Il y a un surréaliste contemporain, Jan Schwankmajer, pour qui la fascination de cette époque maniériste, de l'œuvre d'Archimboldo en particulier, c'est presque, je dirais, une fascination, une obsession permanente dans son œuvre. En rajoutant le trucage, l'animation, qui permet de donner vie aux objets. C'est aussi archimboldesque, parce qu'il y a dans la méthode d'Archimboldo aussi cette volonté de créer un objet fini à partir d'une accumulation ou d'un assemblage de différents objets. Alors ça va être à la fois des squelettes d'animaux, ça va être à la fois des objets, ça va être à la fois de la céramique, ça va être à la fois de la peinture, ça va être à la fois des branches d'arbres, ça va être à la fois des champignons, des fruits séchés. Donc il va mélanger différents objets naturels et des artefacts. Et puis en plus, il y a cette idée d'éléments composites, de têtes composites faits avec différents éléments, mais en plus, elles se mélangent, elles se transforment. Ce qu'on aime chez les artistes, c'est leur liberté, leur façon de réinventer des langages, mais de le réinventer en regardant toujours aussi l'histoire. Hein. Maurizio Cattelan, c'est un artiste très connu. C'est un peu un personnage et souvent on peut parler de lui comme un artiste provocateur. Fantastico! Il y a un côté complètement surréaliste chez Cattelan, qu'on retrouve aussi évidemment chez Archimboldo de façon très forte. Io? No, sì, non posso appoggiarmi? Sì, no. Certo. Archimboldo, chi è Archimboldo? Chi è? Un giovane artista? Il dira donc que c'était l'esprit d'Archimboldo, l'avait toujours fasciné, cette liberté qu'il avait d'assembler différents éléments. Il y a la question aussi du grotesque, de l'ironie, du détournement des images, des significations. Archimboldo è il surrealismo, quindi per questo che era amato da questi artisti che adoriamo. Un precursore sicuramente. Maurizio, à 50 ans, décide de quitter l'art. Il fera cette grande exposition au Guggenheim à New York, où il va accrocher au centre, dans le vide du Guggenheim, toutes ces sculptures. Il y a les chevals pendus, il y a la 9e ère, les papes terrassés par la météorite. Il a réalisé une œuvre, son autoportrait, où son visage elle est complètement caché par tous les œuvres qu'il a conçues depuis toujours dans sa vie. Tu ne vois pas tout de suite son autoportrait. À un certain moment, il y aura des yeux, une bouche et un nez qui va surgir. C'est la somme de son œuvre. Il fait partie aussi des principes d'Archimboldo, l'accumulation, l'assemblage. C'est complètement mystérieux, Archimboldo. Chaque élément est une métaphore, une allégorie de quelque chose de très précis. Et avec des métaphores, avec des allusions, avec des assonances, il crée donc son nouveau langage. Le cycle des saisons, c'est un cycle allégorique à la gloire des Habsbourg. Donc on n'est absolument pas dans l'idée d'une caricature.
Chaque fleur, chaque élément du tableau renvoie à un symbole qui est lié justement au pouvoir, à l'universalité du pouvoir des Habsbourg. Il y a évidemment des représentations des princes des Habsbourg, donc il y a un aspect de couronne. Par exemple, la fleur de lys, qui est quand même une fleur aussi qui est très liée au pouvoir. La frutta ha sempre avuto un grandissimo via vai di significati simbolici. Queste Susinina, questa è troppo grossa. Io ho studiato questi quadri sempre dal mio punto di vista, cercando di riconoscere le varietà che Arcimboldo utilizza nel suo periodo, e io ho potuto capire molte varietà dai quadri. No, questi personaggi non sono neutri, hanno dei caratteri dovuti anche all'utilizzo di alcuni di questi frutti, perché poi anche la frutta ha questo carattere. Ogni volta che guardo questi quadri, in particolare questi appunto il Vertumnus, ma anche l'estate dell'Arcimboldo, mi viene da ridere perché tutti i frutti hanno, come dire, un carattere, lo possiamo ricostruire in qualche modo, e lui lo sapeva bene. Questo melone messo al posto del cervello, come dire, a parte l'affinità della forma che ovviamente ce l'ha, dà un carattere alla figura. Quindi che può essere un carattere più o meno focoso, più o meno calmo, e utilizzava nel punto giusto la frutta con il carattere giusto. Questi sono belli, guarda. Soprattutto la parte più delicata sono gli occhi. Gli occhi sono l'espressione della persona. Queste sono ciliegie corniole, vedi che sono allungate. Nel quadro dell'Arcimboldo c'è proprio questa forma qui. E l'Arcimboldo, per esempio, in questo quadro è fantastico, perché lui gioca, per poter giocare con l'ombra, utilizza appunto due frutti diversi per gli occhi. Da una parte, che è quello più in ombra, usa una mora di rovo. Dalla parte più illuminata usa una visciola, che è sempre scura, ma più brillante. Allungata, vedi? Come una corniola. Ancora manca un po'. E lui riesce a rendere queste espressioni, questa espressività proprio con le forme della frutta e della verdura. Questa è la sua straordinaria genialità. Compondo a partir do repertório infinito das formas da natureza, Arcimboldo criou uma nova linguagem visual, ao ponto de associar formas com emoções. Mas de onde surgiu esta paixão pela arquitetura natural e a acuidade do seu olhar? Estes retratos aparentemente divertidos revelam também um jogo mais sério, ligado às grandes descobertas do tempo do artista. Jogo esse onde será protagonista ao serviço de um novo soberano. Em 1572, Giuseppe Arcimboldo juntou-se a Rodolfo II, filho de Maximiliano II, quando a corte de Viena se mudou para Praga. Este imperador de caráter excêntrico queria fazer de Praga a capital europeia das artes e das ciências. Numa época muito marcada pelas inovações tecnológicas e pela descoberta do novo mundo, ele rodeou-se de peritos e investigadores eminentes.
Rodolfo convidou naturalistas, mineralogistas, biólogos, astrónomos e outros génios para a sua corte. Apaixonado pelas ciências do oculto e apreciador de arte, o imperador, com a ajuda de Arcimboldo, que se tornara o seu consultor artístico, criou um espaço de curiosidades com a intenção de mostrar a sua riqueza e o seu poder. Nesta sala privada no castelo do imperador, podiam encontrar-se todas as maravilhas e surpresas que o universo e a natureza tinham para mostrar. Rodolphe II a été sans doute le plus grand collectionneur de son temps. Rodolphe a enrichi sans cesse une Wunderkammer, c'est-à-dire une chambre des merveilles, ou qu'on appelle à l'époque plus généralement une Kunstkammer, c'est une chambre des arts. Ces collections sont à la fois des collections de naturalia, de prodiges de la nature, de choses extraordinaires, mais aussi d'artificialia, d'artefacts, d'objets et d'instruments scientifiques. Il avait à son service une armée de rabatteurs, d'intermédiaires, de collectionneurs, de marchands, dans laquelle Arcimboldo était chargé d'alimenter les collections impériales. Celui qui va trouver des objets, qui va trouver des choses qui vont effectivement nourrir la Wunderkammer impériale. Tout cela coïncide aussi avec la découverte de la faune et de la flore des Nouveaux Mondes. À l'évidence, les Wunderkammer ont été des lieux d'aménagement, de réception et d'acclimatation d'un certain nombre d'espèces du Nouveau Monde. Quand on découvrait des nouveaux légumes, des végétaux qui venaient d'Amérique, ils les dessinaient. On voit ici, par exemple, on voit un maïs. Le maïs, c'était tout neuf, on ne le connaissait pas en Europe. C'est une plante qui vient d'Amérique. Et pour l'observer, pour l'analyser, on l'a dessiné. C'était une manière de comprendre le monde. Com acesso privilegiado a estes animais e plantas que desenhou e estudou cientificamente, Arcimboldo aperfeiçoou e expandiu a sua arte. Munido de ilustrações naturalistas, ele compôs 4 novos retratos alegóricos, desta vez inspirados pela temática dos elementos. O propósito era complementar o ciclo das 4 estações e decorar o Kunstkammer imperial. Para acompanhar a apresentação desta nova série, o poeta Fonteu declarou: "O verão é quente e seco como o fogo. O inverno é frio e úmido como a água. O ar e a primavera são quentes e úmidos. E o outono e a terra são ambos frios e secos." Les Habsbourg avaient pour projet de créer un grand musée universel dont, dans la première salle, en fait, il y aurait les 4 saisons qui regardaient les 4 éléments. Ah, questo non l'ho visto fino adesso. Bene. Che qui c'è un piccolo salamandra. Questo insieme di tanti animali che abitano la terra rappresentano l'elemento tipico la terra. Non si sa se sorride o se vuole essere mostruoso. Qui abbiamo altre di queste cose, le forme diverse delle corna che troviamo entro il dipinto. Qui è il cinghiale, si vede bene, proprio preso dallo stesso. Questo è bellissimo. E questo che cos'è? Il suo orecchio. Abbiamo in mezzo un elefante, che è una cosa ancora molto rara in questi periodi. E qui è bellissimo che l'orecchio dell'elefante è anche l'orecchio di questa testa. E questo è, diciamo, il segreto dei mostri di Arcimboldo.
Ces Kunstkammer, ces chambres d'art, c'est un projet encyclopédique, si vous voulez. Et comme il s'agit de princes, on va prendre ce qu'il y a de plus parfait. Et donc on va essayer toujours d'avoir ces deux polarités d'une collection, c'est-à-dire les objets les plus parfaits de leur genre, par exemple tel animal empaillé le plus parfait des animaux empaillés de sa catégorie, et puis au contraire les monstres, c'est-à-dire les exceptions. Hein, toujours la norme et l'exception. Au XVIe siècle, finalement, le monstre et la merveille sont les revers d'une même pièce. La cour était fascinée pour tout ce qui était étrange, merveilleux. Et à la cour, il y a la famille González qui va être célèbre pour leur peau entièrement velue. Et Antonietta, la petite fille de cette famille, va être offerte pour faire partie de ces chambres des merveilles comme quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Ce qu'on ne peut pas expliquer nous fascine autant qu'il nous effraie. On ne sait plus très bien ce qu'on regarde. Finalement, quand on regarde Antonietta, est-ce qu'on regarde un animal ou est-ce qu'on regarde un être humain ? Cette fascination pour tout ce qui sort de l'ordinaire, dans notre manière de regarder le monstre, c'est un trait caractéristique de l'homme et évidemment, c'est un aspect qu'on recherche encore aujourd'hui dans notre monde contemporain. Ah. Warum sind wir so fasziniert von irgendwelchen Monstern, also wie zum Beispiel diese Wolfsmenschen oder Menschen mit 2 Köpfen? Diese Faszination rührt daher, dass wir sehr moralisch sind. Also durch sämtliche Glaubensinstanzen, jetzt vom Judentum übers Christentum bis hin zum Koran. Und die Moral verbietet uns ganz oft, also sagt sie, stigmatisiert sie Dinge zu schlecht oder nicht schlecht, schlecht oder gut. Und eigentlich ist das hat mit der Natur überhaupt nichts zu tun, das ist der Natur total egal. Die Natur kreiert und denkt in alle Richtungen. Und nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da gibt es keine Moral. Die Natur produziert etwas und versucht, ob das überlebensfähig sein kann. Und da geht es nicht um gut oder böse. Und weshalb wir so fasziniert waren immer von diesen Kabinetts, da gibt es keine Moral. Also ich glaube, dass wir uns alles, was anders aussieht als wir, gerne angucken und uns neugierig macht. Sehr neugierig, weil man ja immer von sich selbst auf andere schließt. Und ich glaube, deswegen faszinieren die Bilder von Arcimboldo halt auch so, weil diese Metaebenen, die er schafft, ja im Prinzip auch was Monströses haben. Auch wenn es nur Tomaten und Gräser und Getreide ist, das hat dennoch was Monströses, dass man aus so etwas ein menschliches Antlitz bilden kann. Also für mich ist von Arcimboldo eines der faszinierendsten Werke dieser Fischkopf. Se si guarda questo insieme, si vede l'orecchino di questa perla bellissima e poi la catena di perle si fa pensare che oltre ad essere una rappresentazione dell'elemento acqua, potrebbe anche essere una donna. Ma quale donna vorrebbe avere questo aspetto visivo? Però sembra anche un po' umido, un po' freddo e fa paura e dà
un senso di inquietudine. Loro stimolano ad immaginarci tutto un mondo di cose che non conosciamo, che però potrebbero esistere. E da lì ci si va in questi mondi bui, chiari, belli, terribili. E questo è straordinario. No inverno de 1587, depois de passar 25 anos na corte imperial, Arcimboldo regressou a Milão. Além da pensão, Rodolfo deu-lhe o título de Conde Palatino, dos títulos honoríficos mais prestigiosos da época. Et là, il est accueilli en héros parce que sa réussite est absolument éclatante. Il a fait une carrière internationale et donc il a atteint une espèce d'idéal de la vie d'artiste de son époque. No seu último autorretrato, ele representou-se como uma figura madura e erudita, com o seu cabelo e a sua barba a serem representadas pelo papel. Na testa, podemos ver a sua idade, 61 anos. Arcimboldo va pendant plusieurs années essayer de convaincre l'empereur de le laisser retourner à Milan. Rodolphe va finir par accepter à condition qu'il continue de créer pour lui. Et en effet, Arcimboldo, depuis Milan, pendant les dernières années de sa vie, va continuer d'envoyer des toiles à l'empereur. Arcimboldo enviou primeiro ao imperador uma variação primaveril com a temática da deusa das flores. Os seus retratos mostravam todo o requinte do seu trabalho como colorista, naquelas faces femininas tocadas pela melancolia. Depois enviou um retrato mais sombrio que tinha o título 4 Estações numa Cabeça. Jocosamente, colocou a sua assinatura na casca de um ramo. E, por fim, entregou a Rodolfo II um retrato onde revelou um engenho criativo muito peculiar. Questo è un ritratto del grande Rodolfo II, Vertumnus, che è forse il quadro più famoso dell'Arcimboldo, dedicato a Vertumnus, che era il dio della trasformazione. Quindi il fatto che lui abbia utilizzato la frutta e la verdura dà questa idea della fertilità in generale, della fertilità della terra ovviamente, dell'abbondanza, sì, della ricchezza e quindi anche della immortalità poi alla fine. Queste sono marine. Rodolfo II era un re di grande curiosità. L'Arcimboldo in qualche modo rappresenta questa straordinaria e vulcanica figura di Rodolfo II. Questo essere così abbondante, così ricco, così pieno di cose, di oggetti, di versioni, in realtà era proprio Rodolfo II. È un po' un ribaltamento appunto del senso di sé, della superbia umana nei confronti della natura. Quindi lui la mette a formare questo uomo ideale. Forse voleva dire anche questo, che noi siamo fatti di natura, siamo fatti di quello che mangiamo, siamo fatti di cose anche, come dire, sporche, terrose e banali. Il était de toute façon dans un monde qui était en mutation totale par rapport au Moyen-Âge, à la Renaissance. La pensée d'Arcimboldo se faisait par analogie et par métaphore. On estimait qu'il y avait une interchangeabilité des différents éléments de la nature.
utilisant certains éléments de la nature, on avait en fait une espèce de miniature de ce qui pouvait se passer dans le ciel, dans les constellations. Et qu'il y avait des correspondances entre le quasi-microscopique avec l'univers et le cosmos. Tout d'un coup, Arcimboldo nous fait comprendre que nous ne sommes que le fruit d'un espèce de fragment qui sont des éléments de la nature à laquelle nous appartenons. Le Moyen-Âge mettra Dieu au centre du tableau. La Renaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bascule complètement vers l'homme, donc l'homme est au centre du monde. Arcimboldo, il pousse plus loin le raisonnement. L'homme n'est plus au centre du monde, l'homme il fait partie du monde. Stagioni, elementi, questi sono tutte anche allegorie di una trasformazione, di una metamorfosi eterna. Ma che cosa vuol dire di renderli come esseri umani? Quanto è ciclico l'uomo o quanto è ciclico l'universo? Ed è lì dove ci si chiede quanto si può comprendere perché Arcimboldo a un certo punto deve tornare alla sua città, dove si conchiude anche il ciclo, diciamo, della sua vita, da dove era nato e formato, e vuole tornare a vedere, diciamo, questa vita e questo lavoro e questa acquisizione di sapere compiuto sotto certi aspetti.